ensuite. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Très bien, donc nous allons commencer ce cours donc intitulé Hypertension artérielle. C'est un cours très important parce que l'hypertension artérielle est un facteur de risque très fréquent dans le monde et en Algérie. Et c'est également un facteur de risque qui expose à des complications cardiovasculaires et qui induit une assez lourde morbimortalité. Alors, passer à la suite. Amel, excusez-moi, je vais appeler la secrétaire. Amel, une petite minute. Amel. On passe à la deuxième slide. Voilà, vous m'entendez? Oui, Oui. oui. Alors, on continue. Donc, évidemment, toutes ces données sont des données validées qui sont issues d'études épidémiologiques très vastes qui ont été menées dans le monde entier avec des populations de personnes très importantes et qui ont montré que finalement, dans le monde entier, l'hypertension artérielle est une pathologie très fréquente. Alors avec l'âge, et ça c'est plus on vieillit, plus on a de risques de devenir hypertendu. Et en moyenne, quand on prend la population de plus de hypertension artérielle, donc représente 30 à 45% de la population en Europe, peut-être plus aux États-Unis avec la nouvelle définition qu'ils ont adoptée depuis 2019. Et en Algérie, on considère qu'il y a eu quand même 3 études importantes qui ont été faites, 25 à 30% de la population en Algérie. En Algérie, c'est le motif le plus fréquent de consultation, puisque nous avons quand même à notre disposition des enquêtes de l'Institut national de santé publique. La prise en charge de cette hypertension artérielle revient très cher si vous voulez, aux contribuables et surtout aux instances de santé, puisque prendre en charge un hypertendu, ça suggère qu'on va lui prescrire 2 ou 3 médicaments et le coût de santé est très important. Elle est également responsable d'une morbimortalité importante, puisque en 2008, il y a eu une autre évaluation. De 9 000 de le monde sont attribués à l'hypertension.
On sait que l'hypertension artérielle peut être totalement asymptomatique. C'est pour ça qu'on dit que c'est un tueur silencieux qui est vraiment responsable d'une crise de santé, publique majeure. Si on regarde les études qui ont été faites en Algérie, il y en a eu 3. Stepwise, il y en a même eu 4. Stepwise, qui est la dernière, enfin la dernière, Stepwise OMS 2016, mais on va commencer par la première en 2004, 26%, plus ou moins 2,6%. La SAHA, c'est-à-dire Société algérienne d'hypertension artérielle, qui a été menée en 2005, mais vous voyez que ça date déjà, qui avait retrouvé 34% de la population algérienne. Et l'étude Tahina en 2007, qui est une étude qui a été menée de manière méthodique sous la conduite de la communauté européenne, qui a retrouvé 25%. Et vous voyez que finalement, ce 25% est confirmé par la dernière étude de l'OMS qui a livré menée en 2016, mais qui a livré ses résultats en 2018, qui est de 25%. Donc, 25% des Algériens sont hypertendus. Cette fréquence va augmenter avec l'âge, puisque par exemple pour les plus de 65 ans, cette fréquence va augmenter à 60%, va être de 60%. Si on regarde les évaluations de l'impact global de l'hypertension artérielle sur la santé, la mortalité, la morbidité, on voit qu'en Europe, ça c'est une étude européenne, il y a eu 10 millions de décès. Donc, ça a été publié en 2017. Il y a eu presque 5 millions de maladies ischémiques cardiaques à cause de l'hypertension, 2 millions d'AVC hémorragiques, 1,5 million d'AVC ischémiques. Et on peut dire que l'hypertension artérielle, c'est la première cause, la cause la plus fréquente de la mort prématurée mondiale. Alors, quand on regarde l'Algérie, on voit que, vous savez que en Algérie, les maladies cardiovasculaires sont la cause la plus fréquente de la mortalité en Algérie. Première cause de la mortalité en Algérie, ce sont les maladies cardiovasculaires. Et bien entendu, en première place, ce sont les coronaropathies, 40%. L'hypertension artérielle à elle seule, c'est-à-dire sans passer par les coronaropathies, va ajouter 25% de mortalité et par rapport aux valvulopathies, par exemple, qui ont vraiment reculé dans la mortalité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les coronariens, les coronaropathies qui sont responsables de 40%, la majorité des coronariens sont également des hypertendus. Donc, l'hypertension artérielle est un facteur de risque de mortalité cardiovasculaire très important. Ce qu'on sait aussi, c'est que bien qu'on dispose de nombreux médicaments qui sont tous efficaces, bien qu'on ait réfléchi depuis longtemps sur le meilleur moyen de prendre en charge ces patients, etc., et ben, en tout cas, l'hypertension reste toujours insuffisamment prise en charge, puisque on sait que presque plus de 50% des hypertendus, par exemple, ne se savent pas hypertendus, ils sont dans l'ignorance du diagnostic. Donc, déjà, il faut dépister ces patients. Et très peu de malades qui sont traités et suivis, en fait, n'obtiennent pas vraiment un contrôle satisfaisant de leur traitement. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts à faire encore pour maîtriser cette prise en charge et pour obtenir un bon résultat. On sait aussi, ça c'est démontré, qu'il existe une relation directe entre le niveau de la pression artérielle et le risque d'événements cardiovasculaires et rénaux. C'est-à-dire que plus la tension est élevée, plus le risque. Donc, il faut absolument baisser cette hypertension artérielle et la normaliser pour prévenir les événements cardiovasculaires et l'atteinte des organes cibles sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Si on reprend la définition a été revalidée et n'a pas changé avec les dernières recommandations qui ont été publiées. Les dernières recommandations de la Société internationale d'hypertension artérielle ont été publiées courant vers le mois d'avril, et les avant-dernières, les européennes, ont été publiées en 2019. Donc, la définition n'a pas changé, c'est-à-dire qu'on considère qu'un patient est hypertendu lorsque
la pression artérielle systolique est supérieure ou égale à 140 mm de mercure et la pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure, confirmée au minimum par 2 mesures en consultation successive sur une période de 3 à 6 mois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le diagnostic définitif d'une hypertension artérielle sur une simple mesure isolée. Voilà, donc il faut confirmer ce diagnostic, c'est-à-dire on va prendre la tension et on va la confirmer par des consultations ou par d'autres mesures, telles que la mesure ambulatoire qu'on prend à l'aide d'un appareil, un tensiomètre qu'on va placer au malade et qui va enregistrer sur 24 heures les prises de pression artérielle à peu près toutes les 20 minutes et après on va faire la lecture de cet enregistrement et on a une définition de l'hypertension artérielle. Si on utilise la MAPA, mesure ambulatoire de la pression artérielle, ben on va avoir une définition un peu différente puisque la tension artérielle de jour doit être supérieure à 135 pour la systolique et 85 pour la diastolique. La tension artérielle de nuit doit être supérieure à 120 mm de mercure pour la systolique et 70 mm de mercure pour la diastolique. Et la moyenne des 24 heures supérieure à 130 pour la pression artérielle systolique ou 80 mm de mercure pour la pression artérielle diastolique. Ça, c'est la définition de l'hypertension artérielle lorsqu'on mesure cette tension artérielle de manière ambulatoire. À domicile, on peut également mesurer la pression artérielle à domicile en respectant certaines règles. Lorsque la pression artérielle systolique est supérieure à 135 mm de mercure ou la pression artérielle diastolique supérieure à 85 mm de mercure, on parle d'hypertension artérielle. Et on va classer la pression artérielle selon la valeur la plus élevée qui doit être utilisée pour classer l'hypertension. Par exemple, si vous avez une pression artérielle systolique qui est élevée, mais une pression artérielle diastolique est normale, on va dire qu'il s'agit d'une hypertension artérielle systolique. Si vous avez une augmentation uniquement de la pression artérielle diastolique alors que la pression artérielle systolique est normale, on va dire qu'il s'agit d'une hypertension artérielle diastolique. S'il s'agit d'une augmentation des deux, c'est-à-dire la pression artérielle systolique et diastolique, on va dire qu'il s'agit d'une hypertension artérielle systolo-diastolique. Alors ça, c'est la classification. Quand on prend une population générale de 18 ans et plus, la pression de la population générale, eh bien, on mesure la pression artérielle de toutes ces populations et c'est de là qu'est née cette classification. On dit que la pression artérielle est optimale lorsqu'elle est inférieure à 120-80 mm de mercure. Elle est normale lorsqu'elle est entre 120 et 129 mm de mercure pour la systolique, 80-84 mm de mercure pour la diastolique. Elle est normale haute, c'est-à-dire elle n'est pas tout à fait normale, elle est normale haute lorsqu'elle est située entre 130 et 139 pour la systolique et 85-89 pour la diastolique. Et après, à partir de là, on parle d'hypertension artérielle puisque la pression artérielle qui va être supérieure à 140-90, c'est là que la classification de l'hypertension commence. On distingue le grade 1, lorsque la pression artérielle systolique est entre 140 et 159 et la diastolique 90-99. Le grade 2, c'est lorsque la pression artérielle systolique est entre 160 et 179 et la diastolique entre 100 et 109. Et le grade 3, supérieur ou égal à 180 et la pression diastolique supérieure ou égale à 110. Et on définit également une hypertension artérielle systolique isolée, généralement très fréquente chez les sujets âgés, qui est caractérisée par une augmentation de la pression artérielle systolique, alors que la pression artérielle diastolique est normale, elle est inférieure à 90 mm de mercure. Alors là, c'est selon les Américains, je vais passer, et vous savez que chez les Américains, on refait leur classification et leur définition. Ils considèrent que, je vais revenir un tout petit peu en arrière, ils considèrent que la pression artérielle est élevée, c'est-à-dire la définition de l'hypertension chez eux, depuis les recommandations de 2017, elle est lorsque la pression artérielle systolique est entre 120 et 129 et la pression. Alors,
Ce qui fait que ça a vraiment changé complètement le pourcentage d'hypertendus, ça l'a presque doublé. L'hypertension grade 1 est considérée lorsque la pression artérielle systolique est entre 130 et 139, c'est-à-dire dès que vous avez 130 de mercure, vous êtes hypertendu. Et la pression artérielle diastolique, 80, 89. Mais moi, je ne vais pas vous demander de retenir cette classification parce qu'elle est contestée, même dans le milieu scientifique américain. Donc, on ne va pas la prendre en considération. Prenez en considération la classification européenne qui est validée largement dans le monde et que nous avons validée chez nous également. Si on regarde la physiopathologie, il faut comprendre la physiopathologie pour comprendre la nature des complications qui vont survenir et aussi pour comprendre aussi la thérapeutique. Alors, la régulation de la pression artérielle dépend du débit cardiaque et des résistances périphériques totales, puisqu'on peut écrire pression artérielle égale débit cardiaque multiplié résistance périphérique totale. Et vous savez que le débit cardiaque, c'est le produit du volume d'éjection systolique par la fréquence cardiaque. Nous savons également que la fréquence cardiaque est régulée par le système nerveux autonome, sympathique et parasympathique, c'est-à-dire que la stimulation du système sympathique va augmenter la fréquence cardiaque, va accélérer le rythme, et la stimulation du système parasympathique va ralentir le rythme. Le volume d'éjection systolique est régulé par le niveau de la précharge, de la postcharge et de la contractilité, mais vous connaissez tout ça parce que vous avez fait déjà l'insuffisance cardiaque. Et les résistances périphériques totales qui vont déterminer la vasomotricité, c'est-à-dire au niveau de la paroi artérielle, sont régulées par les centres bulbaires et hypothalamiques, c'est-à-dire la commande centrale. Enfin, la volémie est régulée par le système rénine-angiotensine-aldostérone qui est mis en jeu plus lentement et plus tardivement que le système nerveux autonome. Donc, pour bien comprendre ce qui se passe, chaque fois qu'il y a une diminution de la volémie, il va y avoir stimulation de la sécrétion de rénine, qui va stimuler la sécrétion d'angiotensine 1 qui se transforme en angiotensine 2 sous l'effet de l'enzyme de conversion. Angiotensine 2, puissant vasoconstricteur, va avoir une action vasculaire directe, vasoconstrictrice et élevée des résistances périphériques totales et donc la pression artérielle. Et l'angiotensine 2 stimule aussi la sécrétion d'aldostérone qui favorise la réabsorption d'eau et de sodium, augmentant la volémie et donc la pression artérielle. Ceci est important à savoir parce que, comme vous le savez, pour bien contrôler une hypertension artérielle, il faut bloquer le système rénine-angiotensine pour maîtriser l'augmentation de la pression artérielle. Voici un petit peu un schéma très simplifié. Pourquoi est-ce que l'angiotensine 2, qui est l'hormone vasopressive, une hormone vasopressive majeure, parce que l'angiotensine 2 est délétère pour tous les organes. Au niveau du cerveau, elle va favoriser l'augmentation de la pression artérielle, l'augmentation de l'angiotensine 2 va favoriser l'augmentation de la pression artérielle qui va retentir au niveau du cerveau en impactant la survenue des accidents vasculaires cérébraux. Au niveau de l'artère, des artères, elle va favoriser le développement de l'athérosclérose, elle va entraîner une vasoconstriction, elle va entraîner une hypertrophie vasculaire, elle va entraîner une dysfonction endothéliale. Toutes ces données, tous ces éléments vont faire le lit de l'hypertension artérielle. Au niveau du cœur, le développement d'une hypertension artérielle va retentir en favorisant la survenue d'une hypertrophie ventriculaire gauche, d'une fibrose myocardique, d'un remodelage ventriculaire et d'une apoptose qui est la mort cellulaire. Au niveau du rein, l'évolution et l'aggravation d'une hypertension artérielle va finir par diminuer la filtration glomérulaire, augmenter la protéinurie, augmenter l'aldostérone et favoriser la sclérose glomérulaire. Tous ces éléments vont favoriser la survenue d'une insuffisance rénale. C'est-à-dire que si vous laissez une hypertension artérielle se développer et évoluer sans traitement, eh bien, tous ces organes seront touchés. Et par exemple, au niveau du cœur, bien sûr, toutes ces données vont entraîner une insuffisance cardiaque et un infarctus du myocarde toutes ces complications vont favoriser le décès, l'accident vasculaire cérébral,
l'insuffisance cardiaque, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance rénale vont tous être responsables d'une certaine mortalité et souvent, toutes ces données sont associées. Alors, d'autres systèmes interviennent dans la régulation de la pression artérielle, mais qui sont, disons, moindres. Notre organisme est bien fait. Il y a l'angiotensine 2 qui augmente la pression artérielle, mais il y a d'autres systèmes qui diminuent, qui inhibent un petit peu cette angiotensine, tels que le système des prostaglandines, synthétisé par le rein, qui est natriurétique, mais qui diminue l'effet vasoconstricteur de l'angiotensine 2. Normalement, nous avons un équilibre qui permet d'avoir une tension artérielle normale. Le système des bradykinines, kallikréines, qui sont synthétisés également par le cortex rénal, sont également vasodilatateurs et augmentent le flux sanguin rénal. Et le facteur natriurétique auriculaire est un facteur circulant qui inhibe le transfert sodium-potassium, qui augmente la filtration, donc qui est bon pour le rein, qui diminue la sécrétion de rénine, la résistance périphérique et donc la pression artérielle. Tous ces systèmes-là sont des systèmes régulateurs plutôt favorables sur la pression artérielle. Ce qui se passe, c'est que parfois, chez les patients, il y a un déséquilibre de l'influence des différents systèmes qui font que l'angiotensine 2 va être prédominante et va impacter l'installation d'hypertension artérielle et l'évolution vers les complications. On sait que l'excès pondéral, l'augmentation du poids, simplement par le biais d'hyperactivité sympathique, va augmenter la fréquence cardiaque, le débit cardiaque et donc la pression artérielle. Si vous prenez tous les obèses, par exemple, vous prenez leur tension artérielle, et la pression artérielle va avoir tendance à être plus élevée que dans une population qui n'est pas obèse. L'âge, plus on vieillit, plus on prend de l'âge et plus on a un risque d'avoir une hypertension artérielle. On sait que la pression artérielle augmente régulièrement avec l'âge et on sait que chez les sujets de plus de 60 ans, par exemple, cette prévalence, elle est de plus de 50%. À 70 ans, ça va être 60%, à 80, 70%, etc. Mais on sait aussi qu'il y a des gens qui peuvent être centenaires sans être hypertendus. Ça aussi, il y a des facteurs génétiques qui interviennent. On sait que la consommation exagérée d'alcool va élever également les chiffres tensionnels. Il faudra tenir compte dans la prise en charge des patients. Le tabac aussi peut augmenter la pression artérielle par son action sur la réactivité vasculaire et en stimulant la sécrétion d'ACTH et d'aldostérone qui va élever la pression artérielle. On sait que l'hypokaliémie aussi est un facteur favorisant de l'hypertension artérielle. C'est pour ça que lorsqu'on fait le diagnostic d'hypertension artérielle, on est obligé de faire un bilan initial qui va rechercher justement une hypokaliémie. Et évidemment, le rôle de l'hérédité est bien établi, le rôle de la génétique a été démontré, validé, et on sait très bien que lorsqu'on a un papa ou une maman qui ont été hypertendus, évidemment, le risque d'avoir une hypertension dans la descendance est également bien établi. Donc, l'hypertension, en fait, va résulter du dérèglement d'un ou de plusieurs mécanismes. Et on sait aussi que la consommation excessive de sodium peut favoriser l'hypertension artérielle parce qu'il va déséquilibrer les courants électrolytiques de la paroi artérielle. Alors, une fois qu'on a mesuré la pression artérielle, il faut quand même faire un diagnostic. Le diagnostic positif, c'est l'étape la plus importante. Et il faut suivre les recommandations internationales pour ne pas faire de faux diagnostics, soit par excès, soit par défaut. Donc, on doit mesurer la pression artérielle pour respecter les règles, c'est-à-dire être dans une salle à température ambiante, dans le calme, et non pas prendre son artérielle avec des portes ouvertes et déconseillées. Il faut toujours respecter un repos de 5 minutes. Ça, c'est dans les recommandations. Il faut aussi avoir un tensiomètre de bonne qualité, c'est-à-dire adapté au bras du patient. Si vous avez un obèse, il faut avoir un brassard qui est pour obèse. Vous allez surestimer la tension artérielle. Et si vous utilisez un brassard trop large pour le patient, vous allez sous-estimer la pression artérielle. Donc, le bras doit être maintenu au niveau du cœur. Ça, c'est très important. Les différentes étapes de mesure de la pression artérielle vraiment doivent être respectées.
On doit pour la première fois, quand vous ne connaissez pas le malade, mesurer la pression artérielle des deux côtés. Et ensuite, au niveau des deux bras. Et ensuite, vous allez, pour le contrôle ultérieur, vous utiliserez le bras où la pression artérielle était la plus élevée pour le contrôle, pour l'évolution. On doit réaliser 3 mesures espacées de 1 à 2 minutes. Et il ne faut pas oublier aussi de prendre la pression artérielle en position debout après 1 à 5 minutes d'orthostatisme, surtout chez les sujets âgés, diabétiques ou qui sont déjà traités à la recherche d'une hypotension orthostatique. Et ça, c'est très important, surtout chez les sujets âgés. Les tensiomètres anéroïdes doivent être contrôlés tous les 6 mois et recalibrés en cas de nécessité. Est-ce que vous entendez? Oui. Allô? Oui, très bien. Oui, docteur. Ok, on continue. Donc, ce qu'on recommande, c'est qu'on n'est pas obligé de prendre l'attention tout le temps, ça ne sert à rien. Si on fait le diagnostic, par exemple, voilà, un nouveau malade, on vient de faire le diagnostic, on va lui faire une mesure, donc un examen complet quand même clinique, on va l'ausculter correctement, on va palper ses poux, on va ausculter son cœur et on va noter ces chiffres de pression artérielle qu'on a mesurés. Et après, on va faire un bilan initial. On n'est pas obligé aussi de mettre un traitement immédiatement. Il y a des recommandations, on va y revenir tout à l'heure, parce qu'il n'est pas question de mettre un traitement à la première consultation, sauf dans des cas précis, sauf si la pression artérielle est très élevée, par exemple supérieure. À ce moment-là, on sait qu'il y a aussi décider de ce qu'il y a de mieux à faire pour le patient. Pourquoi? Parce qu'on sait que la mesure de la pression artérielle en consultation peut comporter des risques. Des fois, c'est l'hypertension masquée. L'effet une personne émotive et qu'on va trouver une tension élevée en consultation, mais dès que c'est quoi? Parce que l'effet de blouse blanche est déclenché par un environnement médical. Mais dès que c'est très important de le savoir, sinon vous allez étiqueter comme hypertendu un patient qui ne l'est pas et vous allez le mettre sous traitement pour la vie. Vous comprenez, c'est vraiment dangereux, même pour lui, parce qu'après, il va faire une hypotension, etc. L'hypertension artérielle secondaire, c'est 5% au maximum de toutes les hypertensions, puisque 95% des hypertendus sont d'origine des populations, seuls 5% sont dus à une hypertension secondaire, c'est-à-dire à une cause précise. Mais c'est très important aussi de ne pas passer à côté d'une cause précise parce que ces causes-là, dès qu'elles sont prises en charge de manière individuelle, eh bien, il n'y a plus d'hypertension. Le bilan étiologique ce n'est pas
Ah non, il n'y a rien. Oui, voilà. Est-ce que vous êtes là? Allô? Oui. Voilà, très bien. Donc, l'hypertension artérielle secondaire doit être évoquée quand il y a des signes d'appel. Ces signes d'appel sont assez particuliers, on les connaît. Par exemple, une hypertension artérielle d'emblée sévère qui survient chez un sujet très jeune. Qui survient chez un sujet très jeune, par exemple 25 ans, hein, inférieur à 30 ans, ou bien une hypertension artérielle qui s'aggrave rapidement, bien que vous avez donné un traitement qui n'a donné aucun résultat, ou une hypertension qui va résister même à 2, 3, 4 médicaments. Donc déjà ça, ce n'est pas normal. Quand vous avez cette situation, vous devez vous dire, est-ce qu'il n'y a pas une cause secondaire à cette hypertension? Et à ce moment-là, vous allez chercher par rapport au malade. Vous allez le réexaminer et vous allez examiner ce malade dans cette recherche d'une cause secondaire. Elle est très rare, hein, l'hypertension secondaire, c'est 5% de l'ensemble. 95% des autres hypertendus sont idiopathiques. Alors, parmi ces causes, il y a l'hypertension artérielle. Je vais aller un peu plus vite pour les hypertensions secondaires parce qu'elles sont bien développées dans le cours qui est donc en ligne. Vous avez certainement ce cours qui est sur le site de la vous devriez l'hypertension rénaleuse de l'artère rénale et elle est estimée à 0,5 à 3% des hypertendus. On ne la recherche que s'il y a un contexte évocateur. Elle se présente, c'est soit la forme athéromateuse qui est la plus fréquente, 90%, qui est évoquée chez les sujets, disons, d'âge, sujets supérieurs à 50 ans, avec un profil de risque cardiovasculaire élevé, fumeur, dyslipidémique. Bref, c'est l'athérosclérose qui va favoriser l'installation d'un dépôt lipidique au niveau d'une artère et après ce dépôt cette plaque va augmenter, va entraîner une sténose comme au niveau des coronaires ou bien au niveau des artères des membres inférieurs. Donc voilà, ça va entraîner une sténose de l'artère rénale et cette sténose de l'artère rénale va entraîner l'installation d'une hypertension artérielle. Il y a une deuxième forme qui est la dysplasie fibromusculaire qui est beaucoup plus rare et qui va toucher surtout des sujets jeunes à prédominance féminine. Donc, retenez la rénovasculaire, c'est la sténose de l'artère rénale. C'est un sujet jeune qui va de début brutal, sans antécédent familial, qui résiste au traitement et qui va, si on examine bien le malade, on va entendre un souffle abdominal latéralisé. Et quand on fait un bilan rénal, on va trouver une augmentation de la créatinine. À ce moment-là, on va se demander s'il n'y a pas une sténose de l'artère rénale, parce que ce sont des signes évocateurs. Et là, on va faire une échographie Doppler des artères rénales. C'est le premier examen qui est pratiqué parce que, premièrement, il est simple et deuxièmement, il va faire ça. Après, ça devient l'affaire du spécialiste qui va donc fignoler un petit peu ce diagnostic et qui va réaliser d'autres examens tels que l'angioscanner hélicoïdal qui permet un diagnostic fiable. Et après, on va évaluer la sténose et si elle est très très serrée, on peut
proposer aux malades une technique de revascularisation de première intention qui consiste à dilater cette sténose de l'artère rénale, mais vraiment il faut dilater les sténoses d'artère rénale les plus sévères, les plus serrées, pas les modérées. Donc ça c'est la première étiologie, disons, la plus fréquente. Et voilà. Deuxièmement, c'est l'hypertension artérielle. Pardon, oui. S'il vous plaît, vous pouvez accepter les étudiants qui sont en attente. On vous entend mal, docteur. Pardon? Vous pouvez accepter les étudiants qui sont en attente. Je continue. Vous pouvez accepter les Alors, étudiants, s'il vous plaît. Comment? Vous pouvez accepter les étudiants. Je vais alors appeler. Est-ce qui parle là? Je vais voir avec la secrétaire si elle peut accepter les étudiants qui sont en attente. D'accord? D'accord, merci. Regardez combien ils sont. Je crois qu'ils ont à peine le 5%. Non, ils n'ont pas. C'est bon? Bon, بعد هذه نحي لي هذه. Parce que ça me dérange. Je récupérer la tablette pour accepter. Et le titre, là, voilà. Ça va? Alors, l'hypertension, est-ce que vous m'entendez? Oui, docteur. Très bien. Les étudiants ont été acceptés, hein, ceux qui ont demandé à être acceptés. L'hypertension d'origine rénale, on sera évoqué quand on aura, après un interrogatoire soigneux, donc trouver des antécédents néphrologiques, par exemple des infections urinaires à répétition, traumatisme lombaire, polykystose rénale, reflux vésico-urétéral, etc. Ou bien devant des signes d'appel urinaire, c'est-à-dire pollakiurie, brûlure mictionnelle, hématurie et douleur de la fosse lombaire. Là, on va faire un examen clinique un peu orienté pour rechercher une masse lombaire ou une prostatique. Et on va faire un bilan biologique, bien sûr, pour évaluer la fonction rénale. Et là, on va trouver qu'il y a une dysfonction rénale. Donc, il va y avoir une modification, disons une perturbation de la constante biologique rénale qui va nous orienter vers cette étiologie. Les causes les plus fréquentes sont les néphropathies parenchymateuses, glomérulopathie aiguë ou chronique, néphropathie vasculaire, hypertension rénale, etc. L'hypertension secondaire a une néphropathie est plus sévère, difficile à normaliser et s'accompagne d'une augmentation importante du risque vasculaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une insuffisance rénale, au cours de l'évolution d'une hypertension, eh c'est très très grave. Ce malade va avoir un risque cardiovasculaire très élevé et il va avoir des complications. Donc c'est vraiment un gros malade. Et on sait que chez les sujets qui sont en insuffisance rénale, l'hypertension artérielle est très fréquente. Elle est retrouvée dans 80-85% des cas. Et on sait aussi que l'apparition d'une hypertension chez un insuffisant rénal est un facteur aggravant validé maintenant. L'hyperaldostéronisme primaire ou syndrome de Cohn, c'est un hyperaldostéronisme qui est dû à un adénome, c'est une tumeur bénigne qu'on appelle l'adénome surrénalien ou adénome de Cohn, qui va représenter 30 à 50% des cas de cet hyperaldostéronisme, bien sûr, et plus fréquent chez les femmes jeunes de 40 à 50 ans. Donc, c'est une femme de 40 à 50 ans qui a un adénome
une tumeur, et qui présente une triade symptomatique qui est faite de hypertension artérielle, hypokaliémie et alcalose métabolique. Vous savez que l'hypokaliémie, ça va donner des symptômes très particuliers qui sont la fatigue intense. Vraiment, c'est une fatigue très importante qui commence dès le lever le matin et qui s'aggrave au cours de la journée. Quand vous avez une femme qui se présente ces symptômes, il faut penser à l'adénome surrénalien, qui est l'adénome de Cohn, et à ce moment-là, il faudra faire des examens complémentaires pour rechercher, pour disons, confirmer ce diagnostic. C'est le scanner surrénalien qui est l'examen de référence pour localiser l'anomalie. On peut trouver soit un adénome d'un seul côté, unilatéral, habituellement 10 mm, soit un adénome, un double adénome des deux côtés. Et à ce moment-là, ou alors on peut ne pas trouver d'adénome, mais une hyperplasie non nodulaire. Mais le plus souvent, c'est un adénome. Donc, une fois qu'on a ça, bien entendu, eh ben, c'est très simple. Cet adénome, il faut l'extraire. Il faut donc proposer au malade une adénomectomie chirurgicale, qui est l'indication thérapeutique de choix et qui va guérir l'hypertension artérielle. Et on peut donner un traitement médical en attendant que le malade soit opéré, qui va donner des anti-aldostérones, puisque l'adénome de Cohn va donner une hyperaldostéronisme. Donc, ça permet de donner un traitement adapté à la pathologie en attendant la chirurgie. Et une fois qu'on a opéré ce malade, tout rentre dans l'ordre, l'hypertension disparaît et le malade guérit. Or, c'est très important de faire ce diagnostic. Le phéochromocytome, c'est une cause rare. C'est une tumeur aussi, généralement bénigne, qui est développée au niveau du tissu chromaffine de la médulo-surrénale. Et là aussi, il y a la médulo-surrénale va sécréter de façon autonome et dysnaline l'adrénaline et la dopamine, qui sont des hormones qui vont élever la pression artérielle, qui vont élever la fréquence cardiaque et qui vont tout de suite, quand cette tumeur va sécréter ces catécholamines, ça va entraîner des crises hypertensives. C'est pour ça que dans cette étiologie, l'hypertension artérielle va être une hypertension artérielle paroxystique. L'hypertension artérielle, c'est le symptôme central, mais il s'associe également à des céphalées, sueurs, palpitations, et le plus souvent, elle est paroxystique. Donc, ça va donner des épisodes aigus d'hypertension artérielle paroxystique accompagnés de tachycardie, de sueur, et parfois même, au maximum de la crise, on peut avoir même une syncope. Pourquoi? Parce qu'il y a une hypotension, il y a des épisodes d'hypotension orthostatique qui peuvent entraîner une syncope. Et là, pour faire le diagnostic du phéochromocytome, c'est surtout l'imagerie, puisqu'on va aller, même si on propose un dosage urinaire des dérivés des catécholamines, mais c'est pas très efficace parce que, comme je vous l'ai dit, cette tumeur, elle sécrète de façon intermittente. Donc, si vous faites l'analyse, vous pouvez ne rien trouver alors que la tumeur est bien là. Donc là, le diagnostic, c'est surtout le scanner surrénalien, qui est l'examen de première intention pour localiser un phéochromocytome surrénalien de plus de 3 cm. On peut faire l'IRM aussi, mais le scanner est également largement efficace pour faire le diagnostic. Et dans ce cas aussi, on va proposer un traitement chirurgical. C'est l'ablation chirurgicale de la tumeur qui va guérir le malade après avoir préparé le malade à la chirurgie avec un traitement, une réhydratation, etc. Et bien sûr, tout patient qui sera opéré va être contrôlé quand même avec, de manière au début tous les 3 mois, puis ensuite une fois par an, et s'assurer que l'hypertension est bien guérie. Parmi les étiologies des causes secondaires, on a aussi la coarctation de l'aorte, qui est une cardiopathie congénitale caractérisée par une sténose congénitale de l'isthme de l'aorte qui va donner une hypertension artérielle de la partie supérieure du corps et une hypotension artérielle de la partie inférieure du corps. Là aussi,
c'est vraiment un diagnostic très facile parce que vous allez avoir généralement des sujets jeunes et même parfois des adolescents, peut-être des adolescents qui vont venir avec une hypertension artérielle. Là, il faut bien examiner le malade, rechercher les poux fémoraux et un signe cardinal de cette coarctation-là, c'est l'abolition des poux fémoraux. Déjà, si vous faites un bon examen clinique, vous allez suspecter ce diagnostic. Ensuite, vous allez faire une échographie cardiaque et une cardiopathie congénitale, donc vous allez confier le patient au spécialiste. Le syndrome de Cushing, c'est l'hypercorticisme, c'est-à-dire qui va entraîner une hypertension artérielle qui est associée à une obésité androïde et un diabète. Et ça, c'est de l'endocrinologie. Donc, le diagnostic est confirmé par le dosage de la cortisolémie. Là aussi, vous devez envoyer votre patient à un endocrinologue puisque ce n'est plus du ressort du médecin généraliste ou du cardiologue puisqu'il s'agit d'une maladie endocrinienne. Oh, il ne faut pas oublier l'hypertension iatrogène qui est quand même relativement fréquente. La prise d'œstroprogestatif, il faut interroger les femmes qui viennent. Est-ce que vous ne prenez pas la pilule? Parce que si c'est le cas, il faut interrompre la pilule et après tout rentre dans l'ordre. L'intoxication à la réglisse, c'est bien connu, l'abus d'alcool, la cocaïne, les amphétamines, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les corticoïdes, les vasoconstricteurs nasaux et la cyclosporine. Et l'hyperthyroïdie, vous le savez, c'est une pathologie endocrinienne également qui s'accompagne d'une hypertension artérielle un peu particulière puisqu'il s'agit d'une hypertension artérielle systolique uniquement avec une différentielle élargie, c'est-à-dire la tension artérielle diastolique est basse. Et là, on a d'autres signes, la tachycardie, etc. Et le regard un petit peu, la protrusion des globes oculaires qui nous font évoquer une hyperthyroïdie. Et à ce moment-là, on confie le malade également à l'endocrinologue qui va prendre en charge cette hyperthyroïdie. L'hypertension artérielle n'est qu'un symptôme de la maladie. Alors, une fois qu'on a fait le diagnostic et qu'on va décider d'une prise en charge de ce patient, on doit stratifier le risque cardiovasculaire. Et pour stratifier le risque cardiovasculaire, il faut prendre en compte le niveau tensionnel, les facteurs de risque associés, l'atteinte des organes cibles et les situations cliniques associées. Et je vais aller un peu plus vite parce que c'est bien écrit dans le document qui est en ligne, mais je vais rappeler les grandes lignes. C'est l'évaluation du risque cardiovasculaire global chez l'hypertendu, c'est les facteurs de risque, l'identification des facteurs de risque cardiovasculaire que vous connaissez, les antécédents familiaux de cardiopathie, le sexe masculin, le diabète, la dyslipidémie, la glycémie même à jeun, mais qui n'est pas encore du diabète, mais si elle est élevée, jusqu'à 125 mg par c'est un facteur de risque. Le tabagisme actuel ou sevré depuis moins de 3 ans, la sédentarité, c'est-à-dire le facteur de risque cardiovasculaire, on va évaluer le retentissement viscéral d'hypertension et les comorbidités, c'est-à-dire on va évaluer l'atteinte des organes cibles. Et vous savez que les organes cibles pour l'hypertension artérielle, c'est le cœur, le rein, le cerveau et les artères. Alors que le retentissement cardiaque, je vous l'ai dit, est évalué dans un premier temps par un électrocardiogramme à la recherche d'une hypertrophie ventriculaire qui elle-même, l'hypertrophie ventriculaire, devient un facteur de risque indépendant. Et on va rechercher aussi des anomalies de la repolarisation ou bien un bloc de branche gauche. Et si on a des symptômes cardiaques tels que la dyspnée ou les douleurs thoraciques ou un souffle cardiaque, on va faire une échographie cardiaque qui sera réalisée non seulement pour évaluer le retentissement de l'hypertension, mais surtout pour rechercher une cardiopathie sous-jacente, par exemple une sténose aortique ou bien une coronaropathie. L'hypertension artérielle, on sait qu'elle va perturber d'abord la fonction diastolique du ventricule gauche et qu'elle va évoluer à plus ou moins long terme vers l'insuffisance cardiaque. Et elle donne aussi, elle est génératrice de troubles du rythme cardiaque, dont la plus fréquente, c'est l'arythmie complète par fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire est une complication classique à long terme de l'hypertension artérielle. Et si on regarde cette évolution de progression de l'hypertension vers l'insuffisance cardiaque, on voit que l'hypertension par le biais de l'hypertrophie ventriculaire, insuffisance mitrale, c'est infarctus du myocarde.
qui va générer une dysfonction diastolique par l'hypertrophie ventriculaire gauche et une dysfonction diastolique par l'infarctus du myocarde, tous les deux vont contribuer à l'installation d'une insuffisance cardiaque, laquelle, comme vous le savez, dès qu'on diagnostique l'insuffisance cardiaque, on sait que le patient va avoir un risque d'évoluer vers la mortalité, évidemment, si on ne prend pas en charge correctement ce malade. Et si on regarde bien l'évolution sur le temps, on voit que toutes ces modifications de remodelage du ventricule gauche, dysfonction ventriculaire gauche asymptomatique, etc., va prendre des décennies, tandis que l'évolution de l'insuffisance cardiaque vers la mort va aller très vite, de quelques mois. Alors évidemment, il faut prévenir tout cela en prenant en charge correctement, en normalisant la pression artérielle pour protéger donc le bon fonctionnement de ces organes. Le retentissement rénal, je vous ai dit que toute hypertension artérielle va retentir à long terme sur les reins. Au début, on va avoir une microalbuminurie qui va être insignifiante, puis ça va évoluer vers l'augmentation de la créatininémie, c'est-à-dire la dysfonction rénale, et une augmentation de l'uricémie. Et dès que la créatininémie est élevée, ça devient un facteur de risque indépendant de morbide mortalité cardiovasculaire et de mortalité totale, aussi puissant que les autres facteurs de risque. Et la de l'hypertendu est un marqueur indépendant du risque cardiovasculaire chez l'hypertendu diabétique. Alors, si on a une protéine, bien plus tard, on va avoir une protéinurie qui va traduire un stade plus avancé de la néphropathie hypertensive, et c'est également un marqueur du risque cardiovasculaire indépendant ainsi qu'un marqueur de risque d'insuffisance rénale chronique. Le retentissement cérébral avec l'hypertension artérielle les patients à la survenue d'un accident vasculaire cérébral parce que l'hypertension artérielle va favoriser l'épaule et donc une augmentation de la rigidité, qui diminue ou bien obstrue la luminosité à l'origine d'accidents ischémiques cérébraux, soit qui compliquent l'hypertension artérielle, sont pour 70% des cas ischémiques, dans 20% des cas hémorragiques et dans ce qui reste, 10%, on ne sait pas. On ne trouve pas d'étiologie. Et pourquoi? Parce que l'hypertension artérielle favorise l'installation de microanévrismes au niveau cérébral. Et dès que la tension artérielle augmente brutalement, eh ben, ces microanévrismes une hémorragie, retentissement, c'est l'installation de sclérose et des artérielles en s'il vous plaît, Ça va? s'il vous plaît. Alhamdulillah. Les anévrismes artérielles en particulier. D'accord. L'épaississement pariétal peut être évalué par la mesure échographique de l'épaisseur intima média et son augmentation est associée à une majoration du risque d'événements cardiovasculaires chez l'hypertendu. Quand on fait un fond d'œil, on ne le fait pas chez tous les patients hypertendus, on ne le fait que lorsqu'il y a une hypertension artérielle sévère ou bien lorsqu'il y a des troubles visuels et qu'on doit rechercher une rétinopathie hypertensive, on peut la classification du fond d'œil. Le stade 1, c'est le fond d'œil normal. Le stade 2, c'est le signe de croisement artério-veineux. Le stade 3, c'est la présence d'exsudations graves, d'œdèmes papillaires qui définissent les hypertensions artérielles malignes ou très sévères. Donc, une fois qu'on a stratifié ce risque, on peut envisager la prise en charge thérapeutique de ce patient. Une fois qu'on a évalué ce risque, vous avez ce tableau qui vous montre que
on peut, grâce à la prise en compte réelle, ici, la classification du risque du malade. Par exemple, si je prends une tension artérielle qui est supérieure à 180 et 110 mm de mercure, même s'il n'y a aucun autre facteur de risque, eh bien, le patient, il est à haut risque. Si je prends maintenant une hypertension de grade 1, c'est-à-dire 140 à 159, avec aucun autre facteur de risque, eh bien, le risque est faible. Par contre, si je prends toujours le grade 1, avec une tension artérielle à 140, 159, mais avec une atteinte donc d'un organe cible, c'est-à-dire un diabète ou une insuffisance rénale, ou etc. À ce moment-là, même malgré le grade 1 de l'hypertension, ce malade est à haut risque. Et le malade qui est à très haut risque, c'est celui qui a eu déjà une maladie, soit un diabète avec complications, avec atteinte des organes, soit une insuffisance rénale, soit une maladie cardiovasculaire déjà établie. Par exemple, un infarctus du myocarde, une insuffisance cardiaque déjà. Donc à ce moment-là, ce patient, il est à très haut risque. Et plus le patient est à risque élevé, plus le traitement médicamenteux doit être complet, c'est-à-dire intensif. Par rapport à un malade qui est en grade 1, qui n'a aucun autre facteur de risque et donc à risque faible, prendre le temps de le mettre sous traitement. On n'est pas obligé de le mettre sous traitement dès le début. Si on respecte les règles hygiéno-diététiques, on peut se donner quelques semaines ou quelques mois avant de décider d'un traitement. Ça, c'est les recommandations récentes qui n'ont pas changé. Alors, une fois qu'on a réalisé cette évaluation du risque cardiovasculaire, qu'on sait ce que notre patient a, on a classé son hypertension artérielle, on sait qu'elle est grade 1 ou grade 2 ou grade 3, on a évalué ses facteurs de risque, on sait est-ce qu'il est diabétique, est-ce qu'il est déjà coronarien, est-ce qu'il est déjà insuffisant cardiaque, est-ce qu'il a, ou bien est-ce que c'est un malade qui a une hypertension grade 1 et qui n'a rien d'autre. Donc, ce sont des situations très différentes qui vont guider notre prise en charge personnalisée du patient. Alors, cette prise en charge va comporter des mesures hygiéno-diététiques et un traitement anti-hypertenseur pharmacologique. Et on n'oubliera pas de corriger les facteurs de risque associés ainsi que le traitement des maladies cardiovasculaires et rénales associées. C'est-à-dire que si vous avez un patient qui est diabétique, vous ne pouvez pas simplement lui régler son hypertension. Il faut que son diabète soit équilibré. Il faut prendre en charge la globalité de sa pathologie, en même temps que la prise en charge de son hypertension artérielle. Les règles hygiéno-diététiques, vous les connaissez, elles n'ont pas changé. C'est la réduction de l'apport sodé inférieure à 5 grammes de sel par jour, et la réduction de la surcharge pondérale, c'est-à-dire il faut faire maigrir les patients avec un poids idéal qui était à 25 kg par mètre carré. Il faut arrêter le tabac. Il faut faire une activité physique régulière, 30 à 45 minutes d'une activité simplement simple, même la marche. On n'est pas obligé même de courir, un petit jogging très léger ou bien la marche. Si les gens ont la possibilité de faire de la natation parce que c'est plus facile pour eux, ils peuvent aussi le faire, mais la plupart du temps, nous, on recommande aux gens de marcher parce que tout le monde peut marcher, ça ne demande aucun moyen. Il faut bien sûr réduire la consommation d'huile, mais pauvre en graisse saturée. Et il faut également consommer des produits laitiers en quantité raisonnable. Voilà, donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Le traitement pharmacologique, et il y a également 5 classes médicamenteuses qui n'ont pas changé. Elles sont toujours validées. Qui ont démontré une réduction de la mortalité cardiovasculaire. Et d'ailleurs, si on reprend la physiopathologie, puisque les diurétiques agissent par le biais de la volémie, les bêta-bloqueurs bloquent le système sympathique, les inhibiteurs de l'enzyme conversion de l'angiotensine inhibent la synthèse de l'angiotensine 2, alors que les inhibiteurs calciques agissent en bloquant l'entrée des fluides calciques dans la paroi artérielle et sont vasodilatateurs, et les antagonistes des récepteurs AT1 de l'angiotensine 2 bloque l'action de l'angiotensine 2 sur la paroi vasculaire.
Donc, ces 5 classes médicamenteuses sont validées. Ce sont les seules qui ont bénéficié d'études de grande envergure qui les ont validées, mais il y a d'autres molécules qui n'ont pas bénéficié d'études, mais qui peuvent être utilisées d'une manière complémentaire, associée, mais non pas isolée. Pour une prise en charge optimale de l'hypertension artérielle, il faut baisser efficacement la pression artérielle, mais en bloquant le système rayeur. Ceci a inspiré un petit peu la modification des recommandations qui sont faites en préconisant d'emblée la prescription d'un blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone pour assurer une efficacité du traitement anti-hypertension. Vous voyez que ce système rénine-angiotensine, je vous en ai parlé tout à l'heure, est très important dans le développement d'une hypertension artérielle et pour réduire et pour contrôler efficacement une hypertension artérielle, il faut bloquer ce système. Et quand on bloque ce système, on diminue l'hypertrophie ventriculaire gauche, on prévient la fibrillation auriculaire, on diminue l'hypertrophie ventriculaire gauche, on diminue l'albuminurie, on diminue l'incidence du diabète et on fait régresser la rétinopathie. Donc, c'est très important de bloquer ce système. Les autres antihypertenseurs sont efficaces sur les chiffres tensionnels, mais qui n'ont pas de démontré de bénéfice en termes de mortalité cardiovasculaire. Ce sont des médicaments qui doivent être associés aux classes médicamenteuses précédentes, telles que les antihypertenseurs à action centrale, la clonidine, l'alpha-méthyldopa, le physiotens, ou les alpha-bloquants, mais qui peuvent être associés de manière complémentaire. Les associations fixes sont intéressantes parce qu'elles permettent d'utiliser plusieurs médicaments en une seule prise, en un seul comprimé. Donc, ça simplifie le traitement et ça améliore la compliance au traitement. Sinon, si vous avez plusieurs médicaments, 3-4 médicaments, les malades ont tendance à en oublier ou bien à interrompre le traitement parce qu'ils disent qu'ils ont des effets secondaires. Tandis que s'ils ont un seul comprimé à prendre par jour qui associe 2 à 3 médicaments, c'est beaucoup plus simple et ça favorise l'adhésion du malade au traitement et ça diminue les effets secondaires. Donc maintenant, toutes les recommandations recommandent d'utiliser des associations fixes. Quant au choix des antihypertenseurs, les différentes classes d'antihypertenseurs ont une efficacité équivalente sur la baisse tensionnelle, mais le choix des médicaments doit tenir compte du profil du risque du patient, des comorbidités, de la tolérance, de leur coût, ainsi que des situations cliniques associées. C'est pour ça, quand faut-il traiter? Là, il y a des recommandations qui sont données. Par exemple, si vous avez une tension artérielle normale haute, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas encore hypertendus, mais si vous ne les surveillez pas correctement, ils vont le devenir. Donc, cette population mérite quand même d'être contrôlée régulièrement, pas tout le temps, mais peut-être une fois par an. À ce moment-là, on demande, on suit ces malades pour leur recommander de suivre des règles hygiéno-diététiques. Après, on les réévalue. Il est possible que en les réévaluant, on va trouver qu'ils sont devenus entre-temps hypertendus. Donc, la tension artérielle normale haute, surtout lorsqu'elle survient chez des personnes qui ont des facteurs de risque, doit être prise en considération. Ensuite, pour les différents grades de l'hypertension, si vous avez un grade 1, par exemple, vous avez bien sûr toujours, vous allez recommander les règles hygiéno-diététiques pour tous les malades de toute façon, et donnerait le traitement immédiatement que lorsque le malade aura un risque élevé ou très élevé. Par exemple, les patients qui ont une maladie cardiovasculaire, une maladie rénale ou bien une atteinte des organes cibles. Et à ce moment-là, on va donner un traitement chez les patients. On peut donner aussi un traitement chez les patients qui ont un risque modéré, uniquement après avoir respecté 3 à 6 mois de règles hygiéno-diététiques uniquement, et à ce moment-là, on réévalue. Si la tension est contrôlée, on continue, sinon on va donner un traitement. Le grade 2, par contre, il faut donner un traitement tout de suite à tous les malades. Après avoir donné, bien sûr, des règles hygiéno-diététiques. Parce que la tension artérielle, elle est entre 160 et 179, elle est déjà quand même élevée, c'est un grade 2. Donc, on va donner un traitement à tout le monde et on va contrôler le traitement au bout de 3 mois. Le grade 3,
c'est également la même chose. On va donner règle hygiéno-diététique, on va donner un traitement à tout le monde d'emblée. Et on va contrôler les malades tous les 3 mois. Donc, vous voyez la différence entre le grade 1 et le grade 2 et 3, c'est que le grade 1, chez les malades qui ont faible risque, vous pouvez différer la prescription du traitement médical de quelques mois. Ensuite, une fois qu'on a traité, quels sont les malades, quels sont les chiffres pour lesquels vous allez traiter. Et là aussi, on fait une différence en fonction des tranches d'âge. Pour les plus jeunes, on va dire les plus jeunes, c'est de 18 à 65 ans. Dès lors qu'il y aura une tension artérielle supérieure à 140 mm de mercure ou supérieure à 90, vous allez traiter. Entre 65 et 79 ans, c'est la même chose. Dès que vous avez une tension artérielle supérieure à 140-90, vous allez traiter. Mais chez les sujets de plus de 80 ans, vous n'allez pas traiter à 140, vous allez attendre qu'ils aient supérieur ou égal à 160. Parce que 140 chez le sujet de plus de 80 ans peut être toléré. Et pour ce qui est de la diastolique, dès lors que la diastolique sera supérieure à 90, il faut traiter. Donc, la seule exception ici, c'est le patient très âgé, supérieur à 80 ans, ne sera traité que s'il a supérieur ou égal à 160-90. Ce qui est quand même nouveau par rapport aux précédentes recommandations, puisque dans les précédentes recommandations, même ces sujets devaient être traités. Alors ensuite, quels sont c'est la même chose. Quels sont les cibles tensionnelles une fois qu'on a donné le traitement? Qu'est-ce qu'on doit exiger comme cible? C'est-à-dire, quel est le niveau de pression qu'on doit exiger pour que le malade est bien contrôlé. De manière générale, on exige une tension artérielle chez tous les patients. Mais une tension tendue inférieure à 140, quand même une marge. Ça pourrait être, par exemple, 88, que quand même la meilleure valeur 20 mm de mercure chez la majorité des 80, ça veut dire que vous êtes bien contrôlé. Alors, supérieur, on demandera une tension entre 130 et 140 mm de mercure. Vous êtes là? Alors. Pour comprendre si je ne familiarise avec votre façon de parler ou votre prédication prévue. Vous êtes là, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, on vous entend. Voilà, alors. Donc, on continue. La tension artérielle cible que l'on recherche va dépendre de l'âge. Voici les recommandations. Dans l'ensemble, chez l'ensemble des patients, c'est inférieur à 14,9 avec une tension entre de 130-80. Chez les moins de 65 ans, on va être un peu plus exigeant, ça va être entre 120 et 130. Chez les plus de 65 ans, on va être un peu plus souple, c'est entre 130 et inférieur à 140. Pourquoi? Parce que chez les sujets âgés, il y a des effets secondaires plus fréquents que chez les sujets jeunes.
Et vous voyez que ce sont toutes des recommandations de classe 1A, qui sont donc des recommandations puissantes. On voit pas la diapo. Comment? On voit pas la diapo, docteur. L'écran n'est pas partagé. Ah, pardon. Juste avant. Non, avant encore. Encore? Non. Voilà. Cette plaque, vous l'avez vue. Vous l'avez vue, cette plaque? Allô? 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 Je ne sais pas s'ils m'entendent. Ah bon, d'accord, ok. Ben, on va continuer maintenant. Une fois qu'on a défini les pages qui doivent nécessiter, donc bénéficier maintenant, et qu'on a ciblé un petit peu l'attention artérielle idéale pour dire qu'ils sont bien contrôlés. Comment doit-on traiter? Qu'est-ce qu'on doit donner comme médicament? Parmi les 5 classes d'antihypertenseurs que je vous ai présentées, la première, le traitement initial comportait une association physique dont un médicament, c'est un bloc, et c'est une association qui est réservée à la plupart des malades, donc la grande majorité. Il y a une seule exception, c'est lorsque vous avez une hypertension de grade 1 chez un sujet très âgé, supérieur à 80 ans, ou bien fragile. À ce moment-là, vous pouvez donner un seul médicament, monothérapie. Docteur, on n'entend presque rien. Vous êtes là? Oui, moi je suis là. Et vous? Vous entendez? Maintenant, oui, parce que avant, on vous entendait presque mieux. Bon, alors on continue. Si par exemple, en associant 3 médicaments, qui est inhibiteur calcique, plus IEC, plus diurétique, ou bien ARA2, plus inhibiteur calcique, plus diurétique, une seconde, hein. Ouais. Hein. C'est bon, j'ai récupéré le rôle. On va mettre juste. On revient À gauche. à la Je remets le partage. Ah, c'est là. Encore avant. Voilà. Encore avant. Vas-y. Voilà, très bien. Donc, en associant 3 médicaments, c'est le stade 2, c'est-à-dire que ce sont des malades qui n'ont pas suffisamment répondu à 2 médicaments. À ce moment-là, on va en rajouter un 3e. Et si ça n'est pas encore, à ce moment-là, il faut vous poser la question, est-ce que ce patient n'a pas une hypertension résistante ou bien ce patient n'a pas une hypertension secondaire? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez rechercher une cause, etc. Mais cette éventualité est quand même rare.
Et si vous devez ajouter un médicament, vous ajouterez la spironolactone ou bien un bêta-bloqueur. Voici les recommandations qui sont données. Quand on arrive à cette hypertension résistante, à ce moment-là, vous pouvez envoyer le malade à un spécialiste et chercher, voir si le patient n'a pas une hypertension secondaire. Il faut aussi se demander si le patient prend son traitement. Parce que il y a des malades qui ne prennent pas leur traitement et qui viennent en contrôle, ils vous le disent pas. Donc, il faut aussi suspecter ça. Donc, dans certaines situations particulières, telles que, par exemple, les malades qui sont diabétiques, ou bien les malades qui ont des coronavirus. Professeur, on vous entend pas bien. Si vous partagez l'écran, on vous entend pas bien du tout. Non, c'est bon. Professeur, on n'entend pas bien. Le son il se coupe. Non, parce que la connexion était partie, c'est pour ça on vient de la rétablir. D'accord? D'accord. Votre connexion est instable. Je vais vous connecter. Alors, est-ce que vous m'entendez? Donc, je résume. Voici le résumé de ce qu'on a dit. Chez la plupart des patients, une association fixe pour garantir un bon résultat. L'association fixe à faible dose doit être préférée. On a dit que la monothérapie, c'est uniquement chez les très âgés qui ont des effets secondaires. Et si le contrôle n'est pas obtenu en bithérapie, un troisième, voire un quatrième médicament sera nécessaire. Ça, c'est la recommandation donc la plus récente et qui est toujours d'actualité. On a donné les tensions artérielles cibles que vous devez obtenir pour dire que votre malade est bien contrôlé. Et si vous n'obtenez pas le résultat souhaité, vous êtes obligé d'ajouter un médicament, mais après avoir bien fait le diagnostic de la situation. Par exemple, un patient qui peut ne pas prendre son traitement, il ne le prend pas, il vient vous voir en contrôle, il vous le dit pas, il vous dit pas qu'il prend pas son traitement. Donc, vous êtes obligé de vérifier cela. Si vous avez un doute, faites une MAPA. Et à ce moment-là, parce qu'avant d'ajouter un troisième médicament d'un patient qui prend même pas les deux, il faut être sûr de ce qu'on fait. Donc ça nécessite quand même une investigation. Il faut essayer d'avoir la confiance de votre malade pour qu'il finisse par avouer qu'il ne prend pas son traitement. Parce que vous lui expliquez que c'est pour son bien, etc. Alors, comment suivre un patient hypertendu? En général, vous savez, nous, on contrôle les patients tous les 3 mois parce que la CNAS nous oblige à faire une ordonnance tous les 3 mois et pas tous les 6 mois.
Mais on n'est pas obligé, en fait, si vous faites participer votre malade à sa surveillance par le biais de l'automesure tensionnelle qui est réalisée à la maison, vous pouvez espacer les contrôles, mais bon, on est obligé de faire une ordonnance tous les 3 mois parce que la CNAS l'exige. Et plus le patient est à risque élevé, plus le patient est grave, plus vous devez le contrôler de manière plus rapprochée. Ça, c'est l'évidence. Si vous avez un patient qui est cardiaque, diabétique, insuffisant rénal, eh ben, il va venir vous voir plus souvent que le patient qui a une tension artérielle grade 1 et qui prend, par exemple, 2 médicaments et qui est contrôlé. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je crois que j'ai fini. Il faut retenir une chose, l'hypertension artérielle n'est pas une maladie. C'est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant, quantitatif et réversible. C'est quelque chose sur lequel on peut agir, qui est un facteur de risque modifiable. Parce qu'on a des médicaments puissants et efficaces qui peuvent infléchir cette évolution et qui peuvent mettre à l'abri le patient des complications cardiaques, cérébrales, rénales et vasculaires. Et si on ne fait pas ça, ce malade va évoluer vers les complications les plus graves et bien sûr, il va évoluer vers le décès après avoir eu plusieurs complications. Et pourquoi faut-il traiter un hypertendu de manière impérative? C'est parce que l'hypertension artérielle est responsable d'une très lourde mortalité cardiovasculaire qui est un véritable problème de santé publique. Voilà, j'ai fini. Maintenant, si vous avez quelques questions, je ne sais pas si on peut Nora lever la main. Il faut qu'elle pose sa question. Alors, Docteur. Oui. Docteur, s'il vous plaît, vous pouvez répéter la partie du traitement parce que on a loupé à cause de la mauvaise connexion. Ok. La partie du traitement, laquelle? Alors, attendez. Ah. Alors, voilà. Laquelle? Celle-là? Non, c'est avant. Laquelle? Encore avant? Oui, oui. Celle-là? C'est Non, celle-là? C'est ça. Celle-là. Recommandation du traitement. C'est l'algorithme du traitement de l'hypertension artérielle qui est recommandé par la Société européenne de cardiologie 2018 et qui a été confirmé par les dernières recommandations de la Société internationale d'hypertension en 2020. D'accord? Est-ce que vous entendez? Oui, oui, docteur. Je ne crois pas qu'ils entendent. Et pourtant, apparemment, la connexion. Oh, très bien. Alors, voilà la plaque la plus importante. Quand vous avez un patient hypertendu, vous devez commencer le traitement initial, c'est une double thérapie dans un seul comprimé, l'association fixe. On associe soit un IEC avec un inhibiteur calcique, ou bien un IEC avec un diurétique, ou bien un ARA2 avec un inhibiteur calcique, ou bien un ARA2 avec un diurétique. C'est-à-dire double association fixe d'un médicament qui bloque le système rénine-angiotensine avec un autre, soit inhibiteur calcique, soit diurétique. Ça, c'est le stade 1. C'est le step 1. Ensuite, si votre malade est équilibré, et la majorité des malades seront équilibrés comme ça, ben vous gardez le même traitement et vous suivez votre malade tous les 3 mois. Si votre malade, malgré cette association, va garder des chiffres élevés, vous êtes obligé d'associer un troisième. C'est le step 2, c'est-à-dire triple combinaison, 3 médicaments, soit IEC plus inhibiteur calcique plus diurétique, soit ARA2 plus inhibiteur calcique plus diurétique. Ça, avec ce stade 2, la majorité quand même des patients seront contrôlés. Maintenant, il restera peut-être une partie des malades qui ne répondent pas suffisamment. À ce moment-là,
Il faudra se demander à ce stade, est-ce qu'il s'agit d'une hypertension résistante? Et à ce moment-là, il faudra ajouter un quatrième médicament, c'est la spironolactone, à 25 ou 50 mg, ou bien un autre médicament, alpha-bloqueur, bêta-bloqueur, etc. Mais il faut être sûr que c'est une hypertension résistante. Sinon, il faudra se demander aussi, est-ce que c'est pas une hypertension secondaire? Est-ce que ce malade n'a pas, je sais pas moi, une sténose de l'artère rénale ou autre chose? À ce moment-là, c'est à ce stade, si vous êtes confronté à cela, il vaut mieux envoyer le patient à un spécialiste qui va chercher un peu plus à investiguer ce malade. Mais dans la majorité des cas, associer 2 ou 3 médicaments suffit généralement à contrôler la tension. Il y aura une petite population d'hypertension, ou bien le bêta-bloqueur, ou bien voilà. Ensuite, il y a des situations médicales, par exemple des maladies du cœur. Ben, si vous avez déjà un patient qui est coronarien, il faudra lui donner des bêta-bloquants, ou bien un inhibiteur calcique plus un bloqueur du système rénine-angiotensine. C'est normal puisque la coronaropathie déjà nécessite la prescription d'un bêta-bloqueur. Donc, il y a des choix thérapeutiques qui vont être faits en fonction des maladies associées. Et vous avez la liste ici de toutes les maladies associées. Par exemple, si vous avez déjà une fibrillation auriculaire, eh ben vous allez donner des bêta-bloquants plus facilement que s'il n'y avait pas de fibrillation auriculaire. Voilà, donc je continue. Ça, c'est un résumé de ce que j'ai dit. Mono ou bithérapie, que choisir? C'est ce que je viens de dire, donc c'est un petit résumé. Et ça, c'est les organes, c'est la tension cible. De 18 à 65 ans, il faut cibler une tension systolique à 130 et une diastolique entre 70 et 80. Mais il ne faut pas descendre au-dessous de 120. Donc, entre 130 et inférieur à 140. Entre 65 et 79 ans, c'est la même chose. Mais supérieur à 80 ans, il faut avoir une tension entre 130 et 140. Voilà. Donc, pour la diastolique, c'est toujours entre 70 et 80. Voilà. Après, le suivi et tout ça, vous avez suivi. On avait fini. Est-ce que vous entendez? Oui. Oui. Bon, alors, normalement, j'ai terminé le cours. Maintenant, si vous avez des questions à poser, je vous écoute. Docteur, Oui. est-ce qu'on a toujours le risque d'insuffisance cardiaque ou insuffisance rénale quand l'HTA est stabilisé? Normalement, quand l'hypertension, quand vous avez pris en charge précocement votre malade et qu'il n'avait rien, il avait une hypertension de grade 1, vous l'avez mis sous traitement, vous le suivez régulièrement, vous contrôlez le traitement, normalement, il ne va pas évoluer vers l'insuffisance cardiaque. Justement, votre traitement va le protéger de cette évolution. Mais par contre, vous expliquez bien à votre malade que s'il arrête le traitement, même si sa tension artérielle s'est normalisée, parce qu'il y a des patients qui ne comprennent pas très bien, il faut lui expliquer que c'est un traitement à vie. Et si la tension artérielle se normalise, ça ne veut pas dire qu'il est guéri. Il faut qu'il continue à prendre son traitement. Et donc, s'assurer que le malade prend bien son traitement. S'il prend son traitement régulièrement et qu'il est sérieux, il ne va pas évoluer vers l'insuffisance cardiaque. C'est même la raison pour laquelle on insiste sur le traitement. Parce que si ça évolue quand même vers l'insuffisance cardiaque, ça veut dire que le traitement ne fait rien. Or, ce n'est pas le cas. D'accord. Docteur, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on peut tolérer une HTA à 16 mm de mercure chez les personnes âgées? Parce que chez le sujet âgé est fragile. Il a des effets secondaires. On ne va pas le traiter dès qu'il a 14. On va exiger qu'il ait 160 mm de mercure et non pas 140. Parce que chez le sujet très âgé, les artères sont rigides. C'est pas comme chez le sujet jeune où les artères sont souples.
Donc, s'il a 140, c'est pas méchant. De 140 à 160, on va lui donner, par contre, les règles hygiéno-diététiques. Mais, dès lors que la tension artérielle est à 160, on va donner un médicament. Ça, c'est l'expérience qui a été tirée de la surveillance des malades, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelle heure dit 14h10. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Est-ce que vous m'entendez? Ils sont déjà partis, je crois. Non, non. Ah bon? Non, on vous entend. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Non. Eh bien, c'est très bien. Alors, donc, nous avons terminé le cours. Je vous remercie d'avoir participé. Et vous pouvez trouver ce document, vous l'avez trouvé en ligne, dans le site des étudiants. La faculté. La faculté, oui. Je l'ai encore réactivé récemment. D'accord. Voilà. Merci, professeur. Au revoir. Au revoir.